Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, des podcasts de Boxe Attitude. Alors, c'est un Comment va la boxe, donc on revient sur l'actualité récente de la boxe, mais en vrai, c'est moitié résultat du week-end, moitié combat du week-end qui arrive. Parce que en fait, dans cette vidéo, vous allez avoir tout simplement les deux. Et il n'y aura pas forcément d'informations en plus. Dans les Comment va la boxe, j'aime bien parler un peu de l'actu en général, mais j'ai pas trouvé d'informations qui me parlaient plus que ça. Du coup, on va rester essentiellement sur les différents combats qui ont eu lieu le week-end dernier, enfin en tout cas la semaine dernière, et les combats qui vont arriver ce week-end. Alors je commence tout simplement, ça va être chronologique. Donc, le plus loin, c'était Osleis Iglesias, donc le boxeur cubain, qui a une promotion canadienne, qui boxe au Canada, et donc qui avait un combat contre Petro Ivanov. Il a gagné par KO. J'ai vu quelques images, j'ai vu le KO, un joli KO. Moi, j'aimerais bien savoir, vous, où on le situe aujourd'hui. Pour moi, j'ai un peu de mal encore à m'imaginer qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Il a un palmarès vierge de toute défaite, 13 victoires, 12 remportées avant la limite. Il a 26 ans, il est encore un peu frais, mais dans un coin de ma tête, je me dis, et là je vous partage ma réflexion, est-ce que ce ne serait pas un bon choix d'adversaire pour Christian? Dans le sens où je le trouve pas encore si effrayant que ça, par rapport au reste du top mondial. Il est très bien classé, donc ça vaut le coup d'aller le chercher. Et en même temps, c'est le genre de profil qui peut que être bénéfique à Christian Mbili, dans le sens où c'est un peu tout ce qui est l'antagoniste, l'opposé de la boxe de Christian. Donc moi, je me dis pourquoi pas. C'est un mec qui va arriver en pleine confiance, il est invaincu, il va se dire bon Christian, c'est sûr que ce sera lui qui aura plus à gagner, hein, c'est évident. Mais moi je me dis pourquoi pas aller le chercher et organiser ce combat-là. En plus, c'est un mec qui est connu au Canada, Christian aussi. Moi, je me dis pourquoi pas, même s'il y a pas mal de rumeurs qui circulent. Alors, si c'est vrai que on peut parler de cette info-là, donc bon, allez, on va donner cette info-là, comme ça fait un vrai comment va la boxe. On a appris que le prochain adversaire de Jem Munguia, donc Jem Munguia, je vous rappelle que avec son dernier combat, il a pris la place de Christian Billy. En termes de classement mondial, il est passé devant, donc il est deuxième. Donc on a Alvarez, bien entendu, qui reste le premier chez les super moyens. On a Munguia, on a Mbili. Et maintenant, Iglesias, il est quatrième. Donc en vrai, quand je vois le tableau, pour moi, ça fait encore plus de sens, Christian contre Iglesias, pour repasser devant. Jem Munguia, donc son prochain adversaire, ça va être Bruno Souras. Ça va être en décembre et ce sera au Mexique. Donc clairement, Munguia, il le prend. On va pas se mentir, il faut qu'on soit totalement réaliste, histoire de rester actif et de tout de suite repartir après sa défaite contre Alvarez. Contre Canelo, bien entendu. Hein. Maintenant, ça fait bizarre de dire Alvarez, tellement Canelo, c'est devenu dans la tête des gens, tu vois, de dire Canelo. Bref, je m'éparpille. Donc pour moi, son but, c'est de rester actif et d'enchaîner les victoires, si possible, des victoires avant la limite. Voilà, clairement, Bruno Souras, il est appelé pour ça. Moi, j'espère de tout mon cœur que Bruno Souras, il va faire une belle perf. D'aller au point, ne serait-ce que d'aller au point et de rivaliser avec Munguia, pour lui, c'est un step qui est énorme. Tu vois, il faut qu'on soit réaliste sur la situation de Bruno Souras. Donc, qu'il fasse la plus belle perf possible pour que lui, ça lui donne d'autres possibilités au niveau mondial. Ça serait vraiment génial. S'il peut faire la surprise de l'année, ça serait fantastique. Nous, on signe, hein, on est pour, parce que c'est tellement difficile pour des boxeurs français d'avoir des opportunités. Donc bien sûr, on signe. Mais on sait que là, Munguia, lui, ce qu'il veut, c'est rester actif, enchaîner les victoires, avant d'avoir à nouveau une grosse affiche. Ça, c'est une évidence. En 2025. Donc moi, du côté de Billy, à moins qu'il ait tout de suite un combat contre Canelo, ce qui n'est pas impossible, c'est pas impossible qu'on nous annonce le prochain combat de Canelo contre Mbili. Parce qu'après, il y a quoi? Il y a Caleb Plant, Pachenko, Andrade, Kevin Lessadjo. Bon, Kevin Lessadjo, on prend aussi. Berlanga, qui est tombé à la 9e position. Je prends le classement BoxRec. Hein. Bon, il a déjà été fait. Munguia, il a déjà été fait. Donc voilà, franchement, je trouve que ce serait pas déconnant que le prochain combat de Mbili,
soit contre Canelo Alvarez. Sauf si Canelo Alvarez va nous chercher un super fight. Alors quand je dis un super fight, c'est pas forcément qu'il est super, c'est qu'il est plus attractif, avec un autre nom d'une autre catégorie. Bref, allez, passons sur cette info-là, parce qu'il faut que j'enchaîne, il y a plusieurs choses à vous dire. Ensuite, j'aimerais revenir sur la soirée avec Keishon Davis contre Daniel Lemos, donc Gustavo Daniel Lemos, qui était en tête d'affiche de cette soirée Top Rank. Je ne me suis pas levé pour cette soirée parce qu'en soi, ça ne m'intéressait pas tant que ça. J'ai regardé les combats aujourd'hui, et Keishon Davis qui a été impitoyable. Voilà. Très clairement, c'est une super perf. Voilà. Je suis pas fan de Keishon Davis, dans le sens où, et encore une fois, j'ai compris pourquoi je monterai sûrement pas dans son train. Il a une attitude que j'exècre. Voilà, il a une manière de se comporter et j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas, j'arrive pas à m'y faire. Par contre, là, je mets ça de côté. La perf est impeccable, vraiment. Il se prend le centre du ring, il travaille en bas, il est sur le reculoir intouchable, il met des combinaisons, il est précis et il fait mal. Franchement, impitoyable. 2 rounds et hop, allez, c'est maison. Franchement, c'est un combat fait pour les highlights. Voilà, t'avais que des actions magnifiques, il esquive les coups, il touche, t'as même l'arbitre après qui tombe pour l'arrêter. Enfin, tout y est, quoi. Il fait sa petite danse, tout y est pour marquer les esprits, mais surtout, avant ça, la perf est là. Franchement, impitoyable. Maintenant, je vais revenir sur ce qui a fait le tour, les images qui ont fait le tour, je vais dire le tour du monde, oui, on peut dire le tour du monde. C'est Abdullah Mason contre Johan Vasquez, et donc qui est envoyé au tapis. Donc, premier round, Mason va être envoyé au tapis, donc surprise de fou, il est envoyé au tapis, il prend un bon coup, tu vois, il se fait sonner bien durement, et tout de suite, cueilli à froid. Clairement, c'est ça, c'est cueilli à froid, le temps un peu de prendre les distances avec son adversaire, de prendre le rythme. Lui, il tente un truc un peu risqué, tu vois, il se jette un peu, il vient le toucher, il vient le cueillir. Après ça, alors qu'il va être touché à nouveau, il va réussir à le contrer et envoyer Vasquez au tapis. À la fin du round, à nouveau, Mason est envoyé au tapis, donc beaucoup parlent du round de l'année, etc. Pas pour moi, mais bref, bon, moi j'ai pas trouvé que le round était si incroyable. Mais Mason est renvoyé au tapis, et le round d'après, donc il va se relever, il va tenir jusqu'à la fin du round, et le round d'après, il va punir Vasquez. Ce que j'ai aimé dans l'attitude de Mason, Abdullah Mason, c'est que malgré qu'il ait été touché, ça n'a à aucun moment changé son plan de combat pour récupérer ou survivre. Il est toujours allé au contact, allé au combat, quitte à se refaire toucher derrière, parce que c'est quand il va être à nouveau touché qu'il va envoyer son adversaire au tapis, il va revenir au combat, il va être envoyé au tapis, et le round d'après, il va le punir. Il va le punir, et quand je dis le punir, c'est parce que Vasquez, il met le genou à terre, il est totalement en état de continuer, mais il ne veut pas continuer. Il ne veut pas parce que le deuxième round, il s'est fait punir par Mason. Et cette attitude, elle en dit long. Oui, aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire, oh, il est encore un peu immature parce qu'il a été touché. Tu vois, c'est un peu facile à dire. Ouais, mais t'as vu, il a été envoyé 2 fois au tapis. Ah, c'est que. Ok. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a fait ? Derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il a imposé sa boxe. Il s'est imposé. Il a dit, ok, tu m'envoies au tapis, pas de problème. Toi, c'est sûr et certain que tu finis pas le prochain round. Et c'est ce qu'il a fait. Donc moi, j'ai trouvé qu'il a été impressionnant dans son attitude. Laissons-lui le temps. Les légers, c'est une catégorie terrible. Et ce que ça me fait dire, voilà, je fais un tout petit aparté là-dessus, c'est que quand on fait de jeunes boxeurs des stars trop tôt, on arrive à avoir beaucoup trop d'attentes sur eux par rapport au moment où ils sont dans leur carrière. Et surtout, en les gonflant comme ça, les mecs qui vont venir les affronter, ils jouent le combat de leur vie. Ils tentent tout face à un mec qui, lui, est encore en progression. Et ils se disent, ok, il n'est pas encore une superstar, la superstar qu'on voudrait nous vendre. Moi, j'ai un truc à jouer. Et ils font le combat de leur vie. Donc, au final, ça se retourne contre les petites pépites qui sont en train de monter. La boxe et les sports en général, on a besoin de temps pour se faire, pour arriver à maturité. Donc, arrêtons de faire de stars trop tôt, de jeunes boxeurs talentueux. Et disons juste, ok, pour l'instant, c'est des bons boxeurs. Moi, Abdullah Mason, c'est un de mes préférés de la nouvelle génération. Peut-être même mon préféré. J'aime beaucoup sa boxe, j'aime beaucoup son style. Mais vous voyez, là, contre un mec qui est plutôt un journeyman, t'es envoyé 2 fois au tapis au premier round. Donc, il y a un peu un manque de vigilance, t'es un peu cueilli à froid. Tu vois, il faut faire attention à ce genre de détails, parce que ça peut te coûter un combat. Et après, ça va vite. Mais derrière, moi, j'étais impressionné par ce qu'il a proposé. Voilà, ceci étant dit, soirée suivante. Alors là, j'ai débriefé sur la chaîne principale. Jaron Ennis qui a défendu son titre IBF contre Choukadzian.
Si, je pourrais peut-être rajouter quelque chose. J'ai vu énormément de critiques sur Jaron Ennis, comme quoi il prend beaucoup de coups. Mais j'ai l'impression que quand on dit ça, on a l'impression que Karen Choukadzian, c'est une chèvre. C'est un mouton. C'est un petit chaton. Genre, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, dans la boxe, on prend des coups, les gars. Oui, c'est vrai, on prend des coups. Ok, Choukadzian, il met des coups, il touche Ennis, et notamment ce dernier round qui va remporter. Mais Choukadzian, c'est pas une brêle. Voilà, c'est pas un boxeur ridicule du tout. C'est un très très bon technicien. C'est un mec qui touche, c'est un mec qui est précis. Donc il y avait une opposition, il y avait un combat. Et donc, oui, Jaron Ennis, il prend des coups. Il a cette boxe où il prend des coups. Mais en fait, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des Shakur Stevenson? Alors oui, il prend pas de coups. Mais les gens quittent la salle. Les gens quittent la salle. Ou vous voulez des Jaron Ennis, mais après vous passez votre temps à dire ouais, mais il prend des coups, il prend des coups, il prend des coups. Ouais, mais attendez les gars, à un moment donné, moi Jaron Ennis, je crois qu'il n'y a aucun moment où j'ai été déçu quand je me suis levé pour regarder un combat de lui. Et encore une fois, c'est pas un boxeur pour qui je suis dans le train, tu vois. J'ai plus suivi Shakur Stevenson. Mais Jaron Ennis, jamais je me suis dit oh putain, j'aurais pas dû me lever. Pour Devin Haney, je me suis déjà dit ça. Pour Shakur Stevenson, je me suis déjà dit ça. Donc les gars, à un moment donné, vous avez une critique qui c'est douteux. En fait, je sais plus ce que vous voulez. je me dis mais c'est quoi? Ils veulent quoi? Bon, Jesse Bam Rodriguez qui a été impitoyable, exceptionnel, incroyable. Et j'ai pas encore regardé le combat de Raymond Ford contre Orlando Gonzalez, mais c'est un combat qui m'intéresse. Oh, Kolilko, il a perdu contre Manuel Golegos. Ah, il faudra que je regarde ça. Ok, bah je verrai ça. D'accord, j'avais pas vu, c'était pour le titre WBC USA. Ok. Alors j'ai réagi comme ça parce que Kolilko, je l'ai déjà croisé à New York sur les stages Boxing Culture. Ok, d'accord. Bon, bah il faudrait que j'aille voir ça. Mais ça, j'ai pas vu. Alors maintenant, on passe aux combats qui vont avoir lieu ce week-end, même avant, parce que ce soir, on a Guillermo Rigondeaux qui va affronter Denis Aguero Arias, un Dominicain. Donc Guillermo Rigondeaux, je vous rappelle, c'est un boxeur cubain qui a 44 ans aujourd'hui. C'est un boxeur exceptionnel. J'ai fait une histoire de boxeur sur lui, oui, je crois que je reviens sur son parcours. Boxeur exceptionnel, mais clairement c'est la fin, et je sais qu'il a eu des gros problèmes de santé, et j'ai pas suivi à partir du moment où j'ai su qu'il avait des problèmes de santé. Alors il avait failli perdre la vue, incident domestique, hein, je crois que c'est une cocotte qui lui a explosé au visage, mais il a failli perdre la vue, et malgré tout, on voit qu'il est actif. 2023 il a boxé 2 fois, et là il va boxer, donc là ça fait... Enfin non, je te dis qu'il est actif, mais en réalité, ça fait quand même plus d'1 an qu'il n'a pas combattu. Donc, est-ce que d'ailleurs c'est son combat retour depuis ça? Je ne sais plus. Je vous avoue que je ne sais plus à quel moment il a eu son problème au niveau des yeux. Mais un boxeur de 44 ans qui n'a pas combattu depuis juin 2023. Bon, après, face à lui, certes, l'autre, il a 33 ans. Mais pareil, il n'a pas combattu depuis janvier 2023, l'autre. Donc, à voir. Mais j'aime pas trop ça. Parce que pour Denis Aguero Arias, rajouter Rigondeaux à son palmarès, il va pas s'en priver, tu vois. Ouais, je sais pas, voilà, mais je voulais juste vous donner l'info quand même. Je sais même pas si on peut voir le combat quelque part. Je sais même pas si c'est diffusé quelque part. Je sais qu'il y a une télé, mais nous, est-ce qu'on peut choper ça quelque part? J'en sais rien du tout. Si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Ensuite, la soirée, alors bien sûr, hein, il y a la soirée de Jake Paul contre Mike Tyson, mais dans cette carte, il y a de quoi faire. Il y a Bruce Carrington, toujours plaisant de le voir combattre. On a un championnat du monde WBO des super moyens féminins, Shadasia Green contre Melinda Watpool. On a un championnat du monde IBF, WBC, WBO des super légers entre Amanda Serrano et Katie Taylor. Je ne sais pas s'il y a la WBA. Est-ce que c'est un combat d'unification totale des super légers? Normalement, oui. À moins que la WBA soit retirée, mais je pense pas. Parce qu'elle avait bien récupéré toutes les ceintures à Chantel Cameron. Et donc en super léger, attention, pour Amanda Serrano, c'est pas... Mais bon, ça j'en reparlerai, vous savez quoi, ça j'en parle demain. Je fais une vidéo spéciale. Alors voilà, pour ceux qui vont écouter ce podcast, je vous spoil un petit peu. Mais je vais faire une vidéo pour dire, voilà, la seule bonne raison de regarder cette soirée Tyson contre Paul. Bon, beaucoup vont répondre Mike Tyson, mais pour moi, c'est Katie Taylor contre Amanda Serrano, et je défendrai ça demain. Donc ce sera une vidéo Box Attitude. Et on aura un autre championnat du monde WBC des poids Walter entre Mario Barrios et Abel Ramos. Donc ça aussi, c'est à surveiller parce que les poids Walter, super catégorie. Et c'est intéressant de voir Mario Barrios où on va le situer aujourd'hui par rapport à cette catégorie des Walter. Où on sait que Jaron Ennis justement a combattu le week-end dernier. Là, on en parle. Ça va nous permettre de faire un petit parallèle entre les deux. D'accord? On pourra faire le point après ce combat-là. Donc je passe maintenant à la soirée, je pense, qui nous intéresse vraiment.
Donc c'est le main event entre Gilberto Ramirez et Chris Billiam Smith. Donc en plus ça va être en soirée, pour nous, avec donc le titre WBO et WBA des poids lourds, mi-lourds, lourd léger, pardon. Je vais tous vous les faire. Lourd léger, donc Ramirez, je vous rappelle, donc Zurdo Ramirez, il détient le titre WBA. Chris Billiam Smith, il détient le titre WBO. Moi, je suis très impatient de voir ce combat-là, et pour moi, c'est presque un 50-50. Hein. Pour moi, c'est presque un 50-50. J'attends de votre retour. Peut-être un petit avantage à Ramirez. Léger, mais... En fait, quand il a affronté un vrai cruiserweight, lourd léger, Arsène en fin de carrière. D'accord, en fin de carrière qui est un peu usé. Il faut quand même le remettre dans le contexte. Maintenant, Chris Billiam Smith, est-ce qu'il pourra plus lui poser des problèmes physiquement? Pas techniquement, parce que Zurdo Ramirez, c'est un excellent boxeur. Mais est-ce que physiquement, il peut être un peu plus bousculé? Ou est-ce que, justement, depuis le temps, c'est devenu un vrai cruiserweight? Et là, on va encore avoir des réponses. Mais pour moi, c'est très très ouvert ce combat-là. On aura quand même José Carlos Ramirez contre Arnold Barboza Jr. Attention, moi je vois Ramirez taper Barboza. Je pense que c'est pas impossible que Barboza, qui a invaincu, et je le trouve un petit peu surcoté, qui se fasse toper par Ramirez. Zepeda contre Farmer. Bon, alors là, franchement, pour moi, je vois pas comment Zepeda il peut perdre contre Farmer. Mais attention, Farmer, ça reste un bon boxeur. Et on a un championnat du monde WBO des poids paille entre Collazo et Nyon Trong. Donc à voir aussi, même si c'est les petites catégories, moi j'aime bien, c'est un championnat du monde, donc à surveiller. Donc c'est quand même une carte intéressante. Hein. Franchement, elle n'est pas achetée du tout cette carte. Donc moi j'ai hâte de voir ça. Et j'avais une info là, je vais essayer de vous la retrouver les gars. En fait, vous vous rappelez quand on a eu les promoteurs qui se sont fait face, c'était Eddie Hearn contre Frank Warren. Donc c'était donc Matchroom versus Queensberry. Donc un petit peu pipoté parce qu'ils avaient rajouté des noms qui n'étaient pas vraiment Queensberry, tu vois, par exemple avec je perds un peu mes mots, mais avec Deontay Wilder qui s'était greffé à... Il était Matchroom, parce que c'est Matchroom qui avait perdu tous ses matchs contre Queensberry. Mais bref, en tout cas, il y a eu pas mal de rumeurs qui circulaient entre Golden Boy et Matchroom. Donc, Oscar de la Hoya et Eddie Hearn. Et donc, j'ai vu sur les réseaux Eddie Hearn qui a proposé Ennis contre Ryan Garcia, Shakur Stevenson contre Zepeda, Ortiz contre Madrimov, Zurdo contre Opetaya et Catterall contre Ramirez. Franchement, j'ai trouvé ça top. Moi, j'aime beaucoup la proposition. Dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, là, récemment, j'ai vu que t'as Oscar de la Hoya qui a dit qu'il prenait en combat Eddie Hearn quand il voulait. Voilà, il faisait le combat quand il voulait. Donc, moi, je pense que l'idée, c'est que si eux, ils peuvent se clasher un peu pour faire monter un petit peu la sauce, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de superstar dans cette carte. Bon, peut-être que si tu mets Ryan Garcia, ça fait quand même l'effet superstar. T'as Shakur Stevenson, ouais, bon, si, quand même, t'as quand même des noms, hein, si on fait cette carte. Hein. Mais en vrai, moi, je prends, les gars. Hein. Vous imaginez une soirée, allez, même si Ryan Garcia fait tâche, vas-y, pas de problème, je vous le reconnais. Mais en vrai, si je peux avoir tous ces combats-là, je prends de fou. Je prends de fou la carte. Donc voilà un petit peu... Bon, finalement, si, c'est quand même un vrai comment va la boxe, parce qu'on a parlé de plein de choses. Donc c'est un comment va la boxe. Voilà, je vous ai pas menti. Je vous ai pas vendu une fausse marchandise. Vous ne serez pas remboursé. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Fighting!